Bonjour, au microphone Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 5 août 2022. Dans cette édition, je vous propose de répondre à la question « Ai-je besoin d'une formation pour faire mon podcast ?» Je reviens sur la question avec un journaliste qui s'est penché sur celle-ci et a publié récemment sur le site de l'Express la fameuse réponse. Vous allez voir, c'est fort intéressant et il y a différentes pistes à cette question. Également au sommaire, une présentation d'un tout nouveau réseau de communication quantique au Québec. Aujourd'hui, ça part de Sherbrooke, mais plus précisément de IBM Bromont. Mais très bientôt, ça va aussi partir de Montréal et de Québec. Il faut écouter l'entrevue pour avoir plus de détails. Aussi, dans cette édition de Mon Carnet, Stéphane Ricoul qui s'intéresse au métavers et aux rencontres amoureuses. Et finalement, Jean-François Poulain qui est dans son segment UX nous parlera de mesures en présentiel avec son invité Frédéric Simard. Alors voilà pour le contenu de cette édition de Mon Carnet. Maintenant, vous me permettez de prendre un instant pour saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières à Boris Sotia que j'ai croisé dans les couloirs de Radio-Canada, Aurélien Salé, Robert Libersan, Martin Guindon et Pierrette Ducharme. À vous 5, un énorme merci pour être des assidus de Mon Carnet. Et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. C'est vraiment sympathique de votre part. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Je commence avec cette information qui a circulé cette semaine concernant le métavers de Mark Zuckerberg. On a appris qu'une partie de son monde virtuel sera réservée aux internautes adultes. Donc, Meta va interdire une partie de son métavers aux moins de 18 ans. L'idée étant de protéger les mineurs de contenus qui pourraient les offenser. Et pour y arriver, Meta va identifier des zones, des secteurs, des contenus avec une balise de 18 ans et plus. Sachant que les plus grands succès d'adoption des nouvelles technologies, des nouvelles plateformes, des nouveaux supports ont toujours été liés à l'accès à du contenu pour adultes. Le geste n'est pas surprenant de la part de Meta qui veut réussir son coup et met maintenant toutes les chances de son côté. Quand je dis que le contenu pour adultes a grandement aidé à l'adoption de nouveaux supports, de nouvelles technologies, ça remonte aussi loin que le film Super 8, à l'époque des premiers films pour adultes qui étaient vendus par la poste. Évidemment, on peut penser à la cassette VHS, le CD-ROM, le DVD, en France le Minitel avec sa messagerie rose, et on peut même y ajouter le web avec la pornographie qui demeure un des contenus les plus consommés en ligne année après année. Assurer un espace virtuel dans le métavers où les adultes consentants pourront consommer de tel matériel pourra assurément assurer à Meta une adoption plus grande de son monde virtuel. Je dis ça pour Meta, mais des gens en comptent par milliers les mondes virtuels ici et là, accessibles depuis Internet, et du nombre, plusieurs maintenant s'adressent uniquement à un public adulte par son contenu. Et pas seulement avec du contenu pornographique. Certains métavers misent sur la violence et d'autres sur le jeu d'argent, par exemple. Alors, bien que Meta annonce maintenant la mise en place d'une balise 18 ans et plus pour assurer un environnement sûr et accueillant pour tout le monde, ça dit aussi que dans le métavers de Meta, il y aura donc du contenu pour adultes et ça va attirer des gens qui autrement iraient voir ailleurs. Dans le métavers de Meta, les mondes identifiés comme 18 ans et plus seront des espaces qui offriront un accès à du contenu impliquant de la nudité, mais aussi des comportements suggestifs, des contenus fictifs intenses ou excessivement violents, des mondes qui toucheront la drogue, l'alcool, le tabac, le jeu d'argent, bref, on le comprend, tout ce qui est réglementé en fonction de l'âge. Et pendant ce temps-là, le mois dernier, il y a le géant de la sextech, Love Honey, qui ouvrait de son côté sa toute première boutique érotique dans le métavers de Decentraland. On a appris cette semaine que le manufacturier suisse Logitech s'associait avec le géant chinois Tencent pour développer une console portable dédiée aux jeux vidéo en info nuagique. L'idée étant de mettre sur le marché d'ici la fin de l'année, et moi je gagerais juste à temps pour Noël, une console qui pourra se brancher sur les principales plateformes de jeux info nuagique comme par exemple Xbox Cloud Gaming ou Nvidia GeForce Now. Et j'ai bien l'impression que Stadia de Google pourrait aussi se retrouver sur la liste.
Si je vous parle de Warner Brothers cette semaine, non, ce n'est pas pour vous dire que le studio annule la sortie du film Batgirl après avoir déjà investi plus de 90 millions de dollars dans sa production. Non, c'est plutôt pour vous dire que le groupe Warner Brothers Discovery va fusionner les services de vidéo à la carte HBO Max et son autre service, son autre plateforme Discovery+. La nouvelle super plateforme offrira ainsi avec un seul forfait des téléséries, des films, des téléréalités et des séries documentaires de Discovery. C'est écrit dans le ciel, hein? Mais là, maintenant que ça va se faire, ça va permettre au groupe Warner Brothers Discovery d'attirer davantage de clients sur une seule plateforme, alors que bon nombre de clients cherchent à rentabiliser leur abonnement et que les grandes plateformes sont toutes victimes des désabonnements en ces temps plus difficiles. Et comme Netflix, Warner Brothers Discovery explore également la possibilité d'offrir un service de vidéo à la carte gratuit qui serait financé par la bonne vieille publicité. Avec cette fusion des services, Warner Brothers Discovery dessert maintenant plus de 92 millions d'abonnés avec ses services de vidéo en ligne. Alors là, c'est assez intéressant de voir la nouvelle approche que Twitter a décidé de prendre pour essayer d'aller chercher de nouveaux utilisateurs. Le réseau social teste présentement la possibilité d'utiliser son application, mais sans d'abord devoir créer un compte d'utilisateur sur son réseau. Pour le moment, Twitter teste cette nouvelle approche dans l'environnement Apple avec son application iOS, mais attention, ce nouveau type d'accès en test permet essentiellement de suivre des utilisateurs et de lire des tweets. On parle d'un maximum de 50 comptes qui peuvent être suivis simultanément sans se brancher. Mais un utilisateur de cette approche ne peut pas publier de tweets ou réagir aux tweets publiés. Cependant, ce type d'accès permettrait de rechercher des publications, de consulter la section Explorer et de recevoir des notifications concernant de nouvelles publications. Aujourd'hui, Twitter permet l'accès libre aux tweets à partir de son site web, mais pas encore à partir de ses applications mobiles, et de là la nouveauté et l'intérêt pour ce test. Et si le test est concluant, cette nouvelle approche pour accéder à Twitter pourra venir s'ajouter à la possibilité d'utiliser le réseau social simplement en utilisant des connexions tiers proposées par exemple par Apple et Google. Un géant d'une autre époque est de retour en ligne, le lecteur multimédia Winamp, qui a connu un énorme succès au début des années 2000, fait son grand retour. Sorti en 1997, le lecteur a connu ses heures de gloire quelques années plus tard, alors que les plateformes de partage de musique comme Napster prenaient d'assaut la scène musicale. Winamp a vécu de belles années avant de disparaître après son rachat par le géant de l'époque AOL en 2013. Aujourd'hui, la nouvelle version arrive avec la même interface que la bonne vieille version. Alors les fans de l'époque vont être heureux de retrouver le lecteur comme dans le temps. Le changement avec la nouvelle version se trouve plutôt sous le capot, alors que le nouveau propriétaire du logiciel, Audio Valley, a travaillé fort pour remettre le code à jour et s'assurer que le lecteur pouvait maintenant lire efficacement les nouveaux formats sonores avec les nouveaux codecs d'aujourd'hui. L'équipe aura mis 4 ans de travail dans cette adaptation du lecteur phare d'une autre époque. La nouvelle version de Winamp fonctionne évidemment dans l'environnement Windows 10 et 11, mais le lecteur peut même fonctionner sur un vieux PC qui chauffe au Windows 7 ou Windows 8 équipé de la mise à jour SP1. Et comme à l'époque, le lecteur permet la personnalisation et vous pouvez y appliquer divers motifs et ainsi modifier l'interface du Winamp. Des chercheurs du MIT de Boston nous ont appris cette semaine qu'ils ont créé une intelligence artificielle 1 million de fois plus rapide que le cerveau humain. Alors attention, j'ai pas dit 1 million de fois plus intelligent, juste plus rapide. Donc, une intelligence qui va apprendre vraiment plus rapidement que ce qui est possible aujourd'hui, même par une machine. Dans un article publié dans le magazine Science, on explique qu'un cerveau humain qui pèse environ 1,3 kg peut effectuer de nouvelles tâches en quelques secondes en utilisant la même quantité d'énergie qu'une ampoule électrique. Alors, qu'une intelligence artificielle traditionnelle, comme on les connaît jusqu'à maintenant, pour faire le même apprentissage et la même tâche, va prendre des semaines et surtout des mégawattheures d'électricité et des rangées de transformateurs spécialisés pour y arriver. Mais avec cette nouvelle intelligence artificielle qui est plus rapide, on espère diminuer le temps en machine pour faire les apprentissages et les tâches.
Je vous parle un instant de Facebook pour parler d'un changement de stratégie pour faire la promotion de son format Reel auprès des commerçants et des annonceurs. Meta a décidé de cesser toutes les activités de son service Facebook Live Shopping et c'est ainsi dorénavant que Meta va demander aux marchands de vanter leurs produits sur les vidéos Reel de Facebook. Certains diront que Facebook Live Shopping est une autre des victimes collatérales du passage de Meta vers la vidéo courte durée pour faire concurrence à TikTok. Et si vous étiez un utilisateur de Facebook Live Shopping, ne paniquez pas quand même. Les événements de vente en direct sur Facebook prendront fin seulement le 1er octobre prochain, donc vous avez encore le temps pour vous retourner. Mais à compter du 1er octobre, et même avant d'ailleurs, les commerçants sont invités par Facebook d'utiliser les Reels pour présenter leurs produits, utiliser les publicités en format Reel et également identifier leurs produits sur Instagram Reel. Et bien qu'il est évident maintenant que Mark Zuckerberg force maintenant la main aux commerçants pour qu'ils utilisent son nouveau format vidéo, il faut quand même mentionner que grâce au Reel, aujourd'hui, les utilisateurs d'Instagram, par exemple, passent désormais près de 20% de leur temps sur l'application à regarder ces courtes vidéos, bien que ces vidéos soient en fait souvent des republications qui proviennent de son concurrent TikTok. Gros ménage dans la boutique App Store d'Apple. Apple qui aurait retiré plus de 444 000 applications. Toutes ces applications ont une chose en commun, elles n'avaient pas été mises à jour depuis 3 ans. Apple avait avisé la communauté des développeurs que la chose allait arriver bientôt. Ben voilà, le ménage est fait. Le chiffre demeure quand même impressionnant parce que, en comparaison, au début de l'année, Apple avait fait un premier ménage et alors on parlait seulement de 5000 applications qui avaient été retirées de circulation. Et pour la petite histoire, depuis la mise en place d'un programme d'amélioration du App Store d'Apple en 2016, plus de 2,8 millions d'applications jugées obsolètes ont été supprimées de la boutique d'applications. Et je termine avec la plus récente publication de la part de l'Observateur des technologies médias qui concerne les habitudes d'écoute des balados par les jeunes Canadiens. On parle ici d'enfants de moins de 18 ans. On apprend qu'un enfant canadien sur 8 écoute des podcasts. Les enfants qui écoutent des balados écoutent aussi d'autres formats de contenu audio. Les auditeurs de balados sont dans une proportion de 50% plus portés à écouter la radio ou des services de musique en continu que ceux qui n'écoutent pas de podcasts. Finalement, les enfants qui écoutent des podcasts ont tendance à le faire souvent. 68% d'entre eux en écoutent au moins une fois par semaine et un enfant sur 10 le fait tous les jours ou presque. Est-ce que l'idée vous est déjà passée par la tête en écoutant Mon Carnet ou un autre podcast? Est-ce que vous vous êtes déjà dit « J'aimerais ça avoir mon propre podcast ». Ben, si oui, je vous rassure, vous n'êtes pas tout seul. Il y a beaucoup de monde qui pense à avoir un podcast. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que vous auriez besoin d'une formation pour y arriver? Certains d'entre vous allez me répondre oui et d'autres non. Eh bien, c'est justement la question que s'est posée la journaliste Leslie Larcher et l'Express a récemment publié son reportage sur son site web. Et donc, pour répondre à cette question, oui ou non pour une formation avant de se lancer dans le podcast, je lui ai posé la question et voici notre entretien. Leslie Larcher, bonjour. Bonjour. D'où vous est venue l'idée de faire un reportage sur la formation dans le contexte du podcast? C'est venu parce que je suis tombée par hasard sur une formation qui était organisée par Apple Podcast. Enfin, c'était pas vraiment une formation justement, c'était plutôt un échange organisé dans les Apple Store. Et c'était la première fois en fait qu'ils organisaient une formation du coup pour le podcast, alors qu'auparavant c'était pour d'autres médias. Et en creusant un petit peu, j'ai du coup cherché s'il y avait d'autres offres de ce type. J'en avais déjà vu un petit peu auparavant et effectivement j'ai remarqué qu'il y avait un marché qui était assez impressionnant et assez varié en fait, surtout très très varié.
Alors, je vous demanderai pas si votre conclusion, c'est de savoir est-ce qu'on doit avoir une formation spécialisée avant de se lancer dans le podcast. Ça, je vous demanderai à la fin peut-être. Mais entre-temps, quand vous avez regardé l'offre qui était là, dans votre article, vous avez parlé à beaucoup de monde. Des gens, et des deux côtés de la table, des gens qui offrent de la formation. Il y a des gens qui vont chercher cette formation-là. Quand vous regardez les gens qui vont chercher, qui sont en quête de formation, pourquoi ils le font? Ben, en fait, c'est ça qui est, à mon sens, assez intéressant, c'est que chacun a ses raisons et chacun a ses propres, sa propre, veut créer son podcast, mais pour des raisons qui sont totalement diverses. Il y a, et d'ailleurs, les formations, justement, vont sur ce créneau-là où, il y a une certaine diversité qui se retrouve et dans l'offre et dans la demande. Et au niveau des personnes qui veulent créer leur podcast, il y a celles qui veulent étendre leur activité, faire quelque chose à côté pour diversifier, voilà, enrichir ce qu'ils font déjà. Il y a ceux qui sont plutôt passionnés de podcast et qui veulent se lancer, mais plutôt comme un loisir finalement. Ce qui est justement ce dont je parle aussi dans mon article, c'est que la réalité peut être tout autre, justement. En tout cas, ça demande un investissement qui est tel que ça peut être un loisir, mais il faut s'investir. En fait, c'est très, très multiple. Et c'est justement pour ça que toutes les formations ne se valent pas selon le projet qu'on veut faire. Et tout dépend de voilà, combien de temps ça va prendre si c'est sur le long terme, si c'est pour une activité professionnelle justement, ou également voilà des journalistes, j'avais oublié ce profil, des journalistes qui du coup veulent se mettre à ce format-là aussi. D'ailleurs, vous nous partagez que c'est votre cas, vous pensez avoir votre podcast. Faudra attendre, puis on verra si un jour vous l'avez. Mais justement, dans votre article, on se rend compte que la formation, c'est donc un marché qui est assez florissant là en France. Oui, ouais, c'est totalement le cas. J'ai pas trouvé de date pour comprendre quand il y a eu cette naissance. Certains interlocuteurs m'ont dit qu'en fait ça avait déjà été le cas au moment où le podcast est arrivé en France il y a plusieurs années, et qu'il y avait eu après un petit c'était un peu redescendu, et puis maintenant que c'est un peu revenu, les formations reçues derrière. Et quand vous parlez aux formateurs eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui est important pour eux? Il y a beaucoup la volonté de faire prendre conscience que c'est pas si facile que ça de créer un podcast, justement avec l'idée reçue, le fait que le podcast, le format s'est tellement démocratisé que on a l'impression que c'est ce que les formateurs m'ont dit, et ils ont été nombreux à me dire la même chose, que comme ça s'est démocratisé, donc du coup on a l'impression que c'est facile et tout le monde veut se lancer. Et quand on regarde, peu importe les raisons, mais en tout cas, même si on ne veut pas le faire monétiser, ça reste un engagement, un investissement important. Certes, les micros, etc., sont moins chers aujourd'hui. C'est aussi ce qu'on m'a dit, donc les outils sont plus accessibles, mais il reste que le marché du podcast, marché économique, n'est pas encore viable. Il y a aussi une professionnalisation qui se crée, donc de plus en plus de concurrence entre les différents podcasteurs, les différents acteurs. Et il y a de la place pour tout le monde, mais c'est important de montrer que cette place, il faut la vouloir du coup si on la veut, et en tout cas le faire pour de bonnes raisons et pas être déçu derrière. Voilà, parce qu'il y a les formations qui agissent souvent comme une sorte de prise de conscience pour ceux qui veulent être formés. Pour réaliser qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Ouais, c'est ça. Pour quelqu'un qui, comme vous, on va la jouer plus personnelle, vous, parce que vous faites la confidence dans l'article, que vous songiez à avoir un podcast. Quand vous avez rencontré tous ces gens-là qui offrent la formation et ceux qui en font et qui vous font un genre de reality check, pour reprendre Shakespeare, est-ce que ça vous a motivé ou ça vous a plutôt refroidi? Non, honnêtement, moi j'étais super galvanisée pendant le moment où j'ai fait les interviews, justement, parce que c'était déjà très intéressant de parler de ce sujet qui me tient à cœur, mais effectivement, ça aide à comprendre les clés, ce qu'il faut avoir pour bien se lancer. C'est des choses que j'avais déjà en tête, mais de voir qu'il y avait toute cette offre et que j'avais cette possibilité d'être aidée si jamais
j'en avais le besoin, j'en ressentais le besoin à un moment. Ça m'a beaucoup plu. Enfin, je me suis bien imaginée dans ça, pas maintenant parce que effectivement, c'est aussi un investissement financier. Même si j'en parle dans l'article, il y en a qui, certains organismes ou associations se sont plutôt penchés sur un public justement qui n'a pas forcément les moyens de se payer un accompagnement de 2 mois. Mais voilà, en tout cas, l'accompagnement va avec voilà, le prix qu'on y met va quand même avec l'investissement qu'on a derrière. C'est vrai que ce que j'ai trouvé moi, enfin ce qui me plaît moi dans ça, c'est bon sur les compétences techniques plutôt de montage ça va, mais voilà des compétences que j'ai pas forcément sur par exemple la prise de son. Et puis surtout sur en fait le projet personnel qui est le mien, l'idée que j'ai eue, comment on la met en forme dans un podcast sur plusieurs épisodes avec une trame, avec l'intimité, que voilà c'est quelque chose qui se travaille en parlant autour de soi et le fait d'avoir quelqu'un avec qui en parler, je pense que ça peut beaucoup aider et c'est aussi ce qu'on m'a dit voilà dans les personnes qui le font, c'est que ça motive et ça aide à se lancer. Et en tout cas, c'est ça qui peut être très positif. Ça demeure un projet de création, hein, donc il faut le laisser macérer un peu dans l'esprit, en parler autour de soi. Au départ, on parlait de formation, mais vous avez cette notion d'accompagnement, parce que c'est ça, dépendamment j'allais dire des forfaits ou des écoles, on va de l'introduction, un peu comme Apple fait dans sa cour, dans son jardin, et puis de l'autre côté, il y en a qui vont vraiment sur du long terme, là. Il y a beaucoup d'offres qui sont différentes. Vous avez regardé un peu de ce côté-là, qu'est-ce qui, pour vous, semble le plus pertinent et puis, je reviens encore, c'est l'offre française, là, qui est différente de l'offre américaine ou l'offre canadienne, là. Mais vous, sur votre marché, qu'est-ce que vous trouvez le plus intéressant? Je pense que, encore une fois, ça dépend vraiment de ce qu'on y cherche. Moi, c'est vrai que je me tournerais plus vers quelque chose de l'ordre de l'accompagnement et de réception de mes idées et me dire, OK, ça c'est bien, ça non, vraiment ça fonctionnera pas avec l'histoire que tu veux raconter, par exemple. Mais c'est parce que c'est très lié à l'intime du coup et on n'a pas l'habitude de le mettre en forme comme ça et de le raconter dans une histoire. Après si quelqu'un est très au fait de ce qu'il veut raconter et pense qu'il a juste besoin de quelques jours pour au moins être au fait du marché, etc. Je pense que ça peut fonctionner aussi, mais c'est vrai que je pense que ça peut se faire en fait en plusieurs étapes. C'est vrai qu'il y a des organismes qui me disaient d'abord il y a la formation écosystème, etc. Après il y a la prise de son, après des choses voilà, et tout se met en place et de plus en plus justement veulent mettre à profit un suivi à long terme donc après la formation. Moi c'est ça que je trouve intéressant, mais voilà, encore une fois, c'est pour le coup ce genre de suivi n'est pas accessible à tout le monde. Alors, est-ce que j'entends que le conseil que vous donnez aux gens qui songent à une formation, c'est d'abord d'évaluer leurs besoins, leur type de projet, puis ensuite de faire leur recherche? Ouais, totalement. De voir ce que eux recherchent et ce dont ils ont besoin à un moment T. Peut-être que ça pourrait évoluer par la suite et à ce moment-là, ils pourront chercher un complément si la formation qu'ils ont eue ne l'offrait pas à ce moment-là. Mais oui, totalement, vraiment être en accord avec par rapport à ce qui veut être créé, quoi. Alors, je veux pas brûler de punch, mais quand même, je vous ai avec moi, je vais vous poser la question. La formation, est-ce que, pour citer votre question dans l'article, la formation, est-ce que c'est un passage obligé pour se lancer en création de podcast? Tout dépend où on en est, en fait, je pense, dans la connaissance du podcast. Si on a déjà fait des recherches et qu'on est déjà très au fait, qu'on est habitué à ce milieu, je pense que on peut en avoir, enfin, ça peut être un passage, non, ça peut pas être un passage obligé. En fait, dans tous les cas, on peut créer sans ça. Ça peut aider si on est bloqué à un moment, si on veut, voilà, de l'aide sur son projet à soi. Mais il y a aussi des formations qui sont pas vraiment des formations, mais voilà, des tables rondes, des choses qui sont organisées, qui participent de cette connaissance et qui permettent de l'avoir et donc sont une forme de formation. C'est ce que me disait Sylvain Gir, le cofondateur d'Arte Radio. Mais c'est important pour les personnes, je pense, qui sont novices. Ça peut être un plus. Ça peut être un plus pour gagner du temps, de la motivation
mais on peut très bien se lancer sans. Encore une fois, tout dépend de comment on se sent dans le processus de création. Ben, Leslie Larcher, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Puis j'invite les gens à aller voir votre article sur le site de l'Express. Il y a un hyperlien qui est sur la page de l'émission sur moncarnet.com. Alors vous pourrez vous rendre directement là. Puis si vous n'êtes pas abonné, ben vous vous abonnerez à l'Express. Ça vaut vraiment la peine parce qu'il y a des bons conseils, il y a des extraits d'entrevues qui sont fort intéressants. Et si vous voulez suivre Leslie Larcher ailleurs sur Internet, elle écrit aussi dans Podmost. Et je trouvais fort intéressant lors de la publication de l'article, il n'y a pas de Musk qui avait fait une citation d'Elon Musk et c'est tellement bon parce qu'on parlait d'un marché florissant du podcast et il y a Elon Musk qui a déjà dit quand un marché est florissant, je regarde toujours qui sont les fleuristes et ça dit beaucoup et ça fait un suivi avec ce que vous nous disiez. Leslie Larcher, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à vous. Merci. Il y a quelques mois, on annonçait l'arrivée d'un premier ordinateur quantique au Québec chez IBM Bromont et des gens commencent à voir des écosystèmes se former autour de l'outil pour développer le savoir-faire québécois en la matière. Et une de ces initiatives que je trouve intéressante, c'est ce nouveau réseau de télécommunications quantiques qui va se mettre en place à la grandeur du Québec pour le plus grand bonheur des entrepreneurs et des chercheurs qui veulent profiter de l'informatique quantique pour développer le savoir-faire d'ici. Alors, pour nous parler de ce nouveau réseau, j'accueille François Borrelli, le PDG de Numana, qui est derrière cette nouvelle initiative. Bonjour François Borrelli. Bonjour Bruno. François Borrelli, au mois de juin dernier, si je ne me trompe pas, vous avez fait l'annonce de la création d'un réseau de télécommunications quantiques. Dans la région de Sherbrooke. Qu'est-ce que ça va faire, ça, un réseau de télécommunications quantiques? En fait, je vais expliquer un peu la genèse de tout ça. C'est que l'idée là-dedans, c'est la raison pour laquelle il y a ce réseau-là, puis on peut expliquer ce que ça va faire après. On a appelé ça un réseau ouvert d'expérimentation. Quand on dit ouvert, c'est que c'est pas un réseau académique, c'est pas un réseau strictement industriel, c'est un réseau ouvert, comme le nom veut le dire. Et l'objectif de cette boucle quantique, c'est de la fibre optique, en fait, tout simplement, avec certains équipements. C'est de permettre, on le sait que le quantique est comme le nouveau buzzword, là, en ce moment, comme l'intelligence artificielle était il y a quelques années. Ce qu'on a l'intention de faire, c'est de permettre à des entreprises, soit qui développent du matériel, c'est-à-dire du hardware, ou même au niveau applicatif du logiciel, de pouvoir utiliser un réseau qui n'est pas un réseau commercial, donc un réseau qui, s'il tombe, ben il tombe. C'est pas plus grave que ça. Et en fait, avec certaines pièces d'équipement qui peuvent effectivement faire de la communication de type quantique, des clés quantiques et tout ça, mais aussi juste de la fibre disponible pour que des équipementiers potentiels québécois ou ailleurs viennent et testent tout ce réseau-là. Fait que c'est ça l'idée. L'idée, c'est de développer le savoir-faire par rapport au quantique? Oui, en fait, c'est de développer. Nous, on avait proposé quelque chose, Numana, une stratégie là, pour le Québec, puis être très orienté développement de produits. Dans le fond, c'est de permettre effectivement tant au secteur privé qu'académique, là, mais c'est surtout notre objectif final, c'est vraiment le développement économique, donc éventuellement, évidemment, du développement de produits ou même de l'adoption de technologies quantiques. C'est vraiment ça, de base quantique. Donc, on commence avec les réseaux de communication. On sait qu'il y a un ordinateur quantique déjà qui est à Sherbrooke et tout ça, mais nous, c'est vraiment le volet télécom sur lequel on se penche en ce moment. Ça fait 2 fois que vous mentionnez Sherbrooke. C'est comme le nombril du projet. Si Sherbrooke n'était pas là, il faudrait aller se brancher ailleurs aux États-Unis. En fait, non. Oui, puis non. L'idée là-dedans, c'est la première portion du réseau. Le réseau est déjà préparé, le plan de projet pour avoir une boucle à Montréal, puis une boucle à Québec. Puis l'échéancier pour avoir cette boucle-là, on parle de quoi? Pardon, l'échéancier, ouais. Parce que c'est ça. Pour le moment, là, il y a Sherbrooke qui existe. Il y a Sherbrooke. Également Montréal et Québec. Exactement. Montréal, je me croise les doigts. D'ici la fin de l'année, on devrait faire l'annonce aussi. Ça va être avec TELUS. Puis à Québec, ça va être avec un autre opérateur. Ce qui est la beauté de ce réseau-là, comme tu peux le voir, c'est qu'on a Bell, TELUS et un autre opérateur qui travaille dans ce domaine-là. Pour nous, c'est important aussi de monter l'expertise de ces opérateurs-là au niveau quantique, la main-d'œuvre, développement de produits, compétences. Ça fait tout ça en même temps. Puis je viens peut-être un peu comme une parenthèse, peut-être old school. Là. Moi, je viens du monde des télécoms dans les années 90 et on a perdu beaucoup depuis la disparition de Nortel, de cette expertise-là au niveau
hardware, donc matériel. Puis on s'est réfugié en parenthèse dans l'applicatif, mais le matériel est très important. Fait qu'on souhaite pouvoir recréer cette industrie-là au Québec avec ces projets-là, développer des manufacturiers d'équipements et pas juste de l'application. Je n'ai rien contre l'application, c'est pas ça, mais c'est la chaîne qui est importante de développer. Puis à travers tout ça, développer des brevets qui, eux, évidemment, valent énormément parce que par la suite, puisqu'on est au début, entre guillemets, du quantique, par la suite, les utilisations de ces brevets-là vont faire toute la différence. Non? Tout à fait. C'est exactement ça. Fait que c'est toute cette chaîne-là de connaissances, puis il faut qu'on arrive à développer des produits, puis à aider, parce qu'il y a quelques startups quand même au Québec dans le secteur, pouvoir les aider en leur fournissant une plateforme pour tester certaines choses. Donc, c'est un peu ça l'objectif de ce réseau-là. Puis, je pense qu'on a quelque chose de relativement unique au Canada pour l'instant. Je peux pas dire que c'est unique parce qu'on n'a pas fait le recensement de tout ce qui existe, mais ce type de réseau-là ouvert avec des opérateurs, mais ouvert à l'académique, à l'industriel, et pas juste avec une durée déterminée dans le temps, parce qu'il y a d'autres réseaux qui ont été faits ailleurs sur la planète, ça a duré, mettons, quelques mois ou un an, tout ça, puis ça s'est arrêté. Nous, c'est vraiment là pour perdurer. L'objectif, c'est de réunir ces 3 villes-là éventuellement, avec une grande boucle. Donc, c'est ça l'objectif à moyen terme, selon la capacité de la techno à le faire. Mais est-ce que ça devrait rester toujours un carré de sable? Ou est-ce que, à un moment donné, parce que vous le dites, à la fin de l'année, il y a déjà Montréal qui va être dans la boucle, Québec va être la prochaine ville. À un moment donné, ça commence à être assez important là, comme réseau. Oui, en fait, on veut le garder carré de sable. Pour répondre à la question, on aimerait le garder carré de sable. On le sait très bien que de toute façon, les opérateurs, les télécommunicateurs vont commencer à développer leur infrastructure. Mais nous, on aimerait ça être capable de le garder comme carré de sable parce que pour nous, c'est comme une brique à commencer à se positionner aussi avec les réseaux de prochaine génération, ce qui s'en vient. Donc, on commence à créer ce carré de sable-là, mais le carré de sable, la première brique, il y a peut-être d'autres briques qu'on voudrait ajouter éventuellement pour permettre encore, je reviens à la vision qu'on a du Québec et peut-être plus, de redevenir un leader au niveau des télécoms dans certains secteurs. Fait que ça nous permettrait de développer la prochaine étape selon ce que c'est, pour rajouter d'autres éléments autour de ces réseaux-là. Parce que ce réseau-là, présentement, on parle de boucle, de fibre, mais on a aussi l'intention de se connecter sur du line of sight, c'est-à-dire free space, pour faire aussi ce volet-là. On voudrait se connecter aussi sur des infrastructures 5G. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce réseau-là n'est pas un réseau adapté quantique. Ce qu'on essaie, c'est de dire, voici les réseaux qui existent aujourd'hui, les équipements qui existent commerciaux, puis oui, le 5G est là. Voyons voir comment ça peut aller. Fait qu'on voudrait commencer à bâtir. Puis on a aussi l'intention de se connecter sur l'initiative canadienne qui s'appelle KeySat, le satellitaire. Donc, toute la chaîne au complet. Ça fait un beau réseau pour faire des tests, ça. Oui, exactement. Fait que c'est ça notre objectif. Donc, c'est les premières. Bon, il faut réussir, il faut commencer par le commencement, comme on dit. Donc, Sherbrooke, c'est la première boucle. Puis même nous, il faut qu'on s'adapte à cette nouvelle réalité-là parce que chez Numana, l'anciennement Techno Montréal, c'est la première fois qu'on prend ces types de projets-là, qui est le nouveau modèle d'affaires, dans le fond, de Numana. Bon, là, on sait que ça a été annoncé, on sait que ça existe, mais là, j'imagine que vous êtes encore dans le recrutement, puis je semblais l'entendre dans vos réponses, vous êtes en recrutement de partenaires qui vont pouvoir profiter de ce carré de sable-là. Bon, on a déjà des appels. Hein. Malgré le peu de publicité qu'on en a fait, là, il y a déjà des gens de l'étranger qui nous ont contactés. Parce que ça a passé quand même à certains endroits. Investissement Québec est un collaborateur. Parce qu'en passant, ça devient aussi un véhicule d'attraction pour les entreprises. Et donc, oui, il y a de l'intérêt qui commence à être suscité. J'ai déjà un start-up qui m'a appelé dès qu'on l'a annoncé. Puis au niveau équipement, on a déjà identifié, on collabore avec des équipementiers. Donc, il y en a 3 qui ont été identifiés avec lesquels on va implanter justement du matériel pour justement commencer à faire fonctionner ce réseau-là. Puis si tout va bien, comme n'importe quoi, là, on espère qu'au mois de septembre, ça va fonctionner. Je dirais, un des principaux défis en ce moment avec des équipementiers, c'est les temps de livraison. Oui, puis c'est quand même... on parle de plusieurs mois d'attente si on ne l'a pas. Donc, on a un peu ce défi-là. Nonobstant ça, on avait commencé, nous, à travailler là-dessus l'an passé, au mois d'octobre, novembre. Fait qu'un des équipementiers avait déjà mis en réserve dans son bon de commande, dans ses commandes, quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on devrait recevoir nos premières pièces d'équipement au mois d'août. Il y a des gens qui nous écoutent et qui se doivent dire, est-ce que je peux être pertinent pour eux? Eux ont un intérêt, mais vous allez chercher quoi comme nouveau partenaire là-dedans?
Il y a rien. C'est vraiment, on n'a pas de prérequis de style de gros partenaires, petits partenaires. C'est quand je dis vraiment ouvert, c'est totalement ouvert. Puis même les gens qui savent pas vraiment qu'est-ce qu'on pourrait faire, surtout du niveau applicatif, mettons, parce qu'on parle de la sécurité de transmission de l'information avant tout. Fait que on est en plein dedans. Donc, il y a ceux qui font des pièces d'équipement, mais aussi ceux qui peuvent adopter des technologies comme des banques, par exemple, pourraient venir dire, on aimerait ça nous valider sur un réseau outre à part notre réseau, puis avec des équipements qu'on n'a pas besoin d'acheter parce qu'ils sont là, des choses. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis, donc, le volet sécurité de transmission de l'information, cybersécurité entre parenthèses est intéressant. Hardware, mais on n'a pas d'attente de minimum puis de maximum parce que c'est un univers qui commence à s'ouvrir à nous. Donc, puis on invite les gens. Moi, j'ai toujours été de cette école de pensée-là. Je suis pas là pour dicter, puis je ne connais pas tout. Donc, je préfère garder ça ouvert, puis avoir des belles surprises, puis être capable d'en discuter. Puis si on a besoin de type d'équipement qu'on n'a pas en ce moment ou qu'on n'aura pas sur le réseau pour faire un gros projet, pourquoi pas, tu sais, le voir. Encore là, on garde un impact. Il faut que ça ait un impact au Québec aussi. Nous, on est financé par le gouvernement du Québec, donc on peut pas... c'est ça. C'est le ministère de l'Économie et de l'Innovation et Bell qui est nos partenaires aussi à l'heure actuelle. Les gens qui veulent avoir plus d'informations concernant ce grand projet-là, ils peuvent aller où? En ce moment, on n'a pas encore mis de site. Il reste de l'information encore à mettre en place, de structurer, parce qu'on veut mettre un site en place et tout ça éventuellement. On est en train de regarder ça. Sinon, ils peuvent vraiment communiquer directement chez Numana avec moi. Puis on va voir, on va les transférer aux bonnes personnes à l'interne. Il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le projet, là. Puis il y a des gens à Sherbrooke aussi, il y a même une expertise. Donc, on est en collaboration avec les gens de la zone d'innovation. Fait que nous, on installe, mais c'est sûr qu'eux sont présents sur place. Fait que il va y avoir quand même un point de chute là. François Borrelli, PDG de Numana, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Ça me fait plaisir. Bonne chance, puis ayez beaucoup de plaisir dans votre carré de sable. Merci. Parce que vous avez vraiment quelque chose dans vos mains. Merci beaucoup, puis à une prochaine. Salut. Salut. Quand Stéphane Ricoul se laisse influencer par les rencontres amoureuses et le métavers, ça donne quelque chose qui ressemble au billet que vous allez entendre à l'instant. Parlons métavers. À la fois, beaucoup de choses s'y passent et rien ne s'y passe. Le métavers tarde à décoller si tant soit n'est qu'il décolle un jour, malgré des annonces à grand effet marketing et petit champ d'action. Le métavers intéresse tout le monde, sauf ceux qu'il vise précisément. Entre ceux qui comprennent la technologie et ses usages, mais qui n'y voient pas grand intérêt, ceux pour qui ça passe à 10 000 pieds au-dessus de la tête et qui comprennent absolument rien, ceux qui s'en fichent éperdument, ça ne laisse qu'un petit échantillon de gens qui y croient et qui y voient leur futur. Meta et Baidu en tête de liste, ce qui au passage devrait drôlement nous inquiéter et inquiéter nos politiciens. Sans surprise, c'est la génération Z qui semble être la plus à même de consommer du métavers et même éventuellement d'y dépenser de l'argent. Et les boomers les plus largués technologiquement, comme je l'ai déjà entendu dans une conférence il n'y a pas si longtemps. Les chiffres semblent tous corroborés entre les différentes études qui existent à ce propos. Par exemple, Census Wide ou encore Piper Sandler, dans leurs sondages respectifs, démontrent que malgré les hordes de jeunes sur des plateformes de jeux vidéo comme Roblox, Minecraft et Fortnite, près de la moitié d'entre eux se déclarent peu enclins à acheter un appareil pour accéder au métavers. Et pire encore, à peine 1 sur 10 ont déclaré qu'ils étaient intéressés au point de faire un achat. Mais la vraie mauvaise nouvelle est pour Meta, puisque moins de 50% de la génération Z s'intéresse au principal métavers de la société mère de Facebook. De bien mauvais augure pour Meta puisque les enquêtes soulignent toutes à quel point les adolescents sont cruciaux pour les métavers, avec plus des 2/3 d'entre eux qui se sont identifiés comme des joueurs, ce qui en fait un marché à fort potentiel, sans parler de l'avenir du consumérisme.
Ceci explique peut-être les chiffres faméliques avancés par Meta elle-même. 300 000 utilisateurs actifs par mois, malgré les 10 000 mondes virtuels déjà créés. Des peanuts en termes d'audience, si l'on compare cela à l'application elle-même Facebook ou encore à TikTok. Un Meta qui s'est fait damner le pion en plus par Baidu en décembre dernier avec le lancement de Terre d'Espoir, une des premières applications de métavers permettant d'interagir avec d'autres utilisateurs dans un double numérique du monde physique, et qui voit dans la Chine une compétition s'organiser comme à l'image de ByteDance, qui investit dans le secteur et notamment dans le hardware avec le fabricant de casques de réalité virtuelle Pico, Tencent, acteur majeur des jeux vidéo qui travaille fort sur sa plateforme de métavers, ou encore Alibaba, qui sait pas trop quoi faire avec ça, mais qui décide de créer une filiale pour réfléchir justement à ce qu'il doit faire. Alors pour rassurer les marchés et démontrer une certaine maturité en la matière, Meta a décidé d'utiliser un système de classification des mondes sur sa plateforme Horizon, à l'image des films qui sortent dans les cinémas, avec pour le moment une catégorie réservée aux adultes. Comme le révélait le média Presse Citron, Meta affiche clairement ses couleurs en indiquant sur son site web qu'elle souhaite que, et je cite, Horizon soit un environnement sûr et accueillant pour tous. Lorsque les mondes sont destinés à un public mature, Meta exige que le monde soit marqué comme mature. Je vous fais grâce de la liste des mondes autorisés de 18 ans et plus et rappelle qu'il existe aussi une liste de mondes interdits malgré cette nouvelle classification. Et ça tombe bien puisqu'il semblerait, selon le journal du Geek, que le métavers est en train de s'inviter dans le marché des rencontres amoureuses. Après le match 1.0 réalisé par tes amis, le match 2.0 réalisé par une application, voici le match 3.0 réalisé par ton avatar. Mais il existe tout de même une certaine réticence dans le fait d'avoir une première date virtuelle à contrario d'un premier contact, bien que l'aspect virtuel puisse apporter un certain niveau de sécurité. On s'entend que diverses plaintes ont déjà été déposées, mais je ne pense pas que l'enjeu repose ici plutôt que dans les volets éthiques et légaux, dont les frontières restent encore beaucoup trop floues. Car après tout, il faut de tout pour faire un monde. Dans le livre Quality Land de Mark-Uwe Kling, est présentée une évolution possible du Web 3.0, de façon très sarcastique bien évidemment, avec des lentilles de réalité optimisées, parce que la plupart des gens veulent voir la vie en rose mais sans porter de lunettes. Embellir sa vie, c'est ce qui est proposé, avec par exemple une vision propre de ton logement sale, une version embellie de ton ou ta partenaire de vie, une caricature comique de ton ou ta collègue que tu ne supportes plus. La réalité augmentée ne vaut plus grand-chose face à la réalité optimisée. Même si la légèreté du livre nous invite à prendre le tout avec des pincettes, technologiquement en 2022, on n'est peut-être plus si loin de ça. Humainement parlant, c'est une autre histoire. Et comme dirait Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? Et tant qu'à imaginer un futur plausible, je vous invite à prendre les 5 ou 6 minutes nécessaires à la lecture de la courte nouvelle de science-fiction écrite par Virginie Tournay, directrice de recherche au CNRS à Sciences Po, et à la demande du groupe Vinci sur la reconnaissance des êtres virtuels comme sujet de droit. Un texte publié dans son intégralité sur Uzbek Erika, qui se passe en 2058 et qui cherche à adapter le métacode civil qui lui fut adopté en 2031 et qui stipule ceci. L'avatar, qu'il soit dirigé totalement par des utilisateurs humains ou en partie seulement, qui soit à l'inverse entièrement soumis aux neurones artificiels du métavers, ne présente aucune réalité physique, il rejoint la catégorie des choses et non pas des personnes. Il reste donc distinct de son utilisateur humain, bien que ce dernier en soit pleinement propriétaire, en accord avec le code des métavers de la communauté européenne. En conséquence, l'avatar n'a pas de capacité juridique, il est dénué de droits et d'obligations. Une nouvelle dont la fin, qui est la réécriture de ce métacode civil, est à la fois surprenante et non souhaitable, et qui, contrairement à Quality Land, nous fait réellement penser à un épisode de Black Mirror.
C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, avant de parler de ton invité de cette semaine, je veux juste faire un clin d'œil à une habitude que tu as pris maintenant d'aller jaser avec des collègues du UX dans des parcs. Et la dernière édition qui est disponible est particulièrement intéressante. Oui, j'ai vraiment aimé faire ça. On avait 4 dames sur le podcast. C'est un podcast à 4. Des fois, c'est moi qui est l'animateur, mais dans cette occasion-là, j'avais laissé la place à une autre dame parce que le thème, c'était justement le UX au féminin, le leadership UX au féminin même. Donc, je voulais savoir un peu comment on monte dans cette industrie-là. Puis, par rapport à d'autres sphères du monde informatique, le UX, c'est quand même bien... il y a quand même beaucoup de femmes, en fait, dans mon expérience à moi. Dans mon entreprise, c'est 99% de femmes, oui, il y a que moi. Même dans les gens que tu nous fais rencontrer semaine après semaine, il y a beaucoup de femmes. Ouais, il y a un bon très ratio, bien, oui. Il y a un bon ratio, il y a une bonne balance dans les genres. Donc, c'est intéressant. Et donc, dans cette édition-là, ça parlait justement de ça, du plafond de verre un peu aussi, puis on avait des différences d'âge, différences générationnelles aussi dans le groupe. Donc, ça a donné une belle perspective, super intéressante. Et puis, ceux qui veulent l'écouter, c'est sur uxpod.ca. Bon, voilà, j'allais te demander l'adresse, tu l'as donné d'abord. Merci beaucoup. Maintenant, puis j'invite les gens à l'écouter, c'est vraiment intéressant. Puis en plus, en bonus, on entend votre voisinage avec des oiseaux, des gens qui passent. C'est vraiment agréable à écouter. On a l'impression d'être là. Bravo. Merci. Alors, Jean-François, je t'amène donc à ton invité de cette semaine, c'est Frédéric Simard. C'est pas la première fois qu'on l'entend. L'an dernier, je pense, tu l'avais reçu pour parler de mesurabilité. Tu reviens sur le sujet, mais cette fois après la pandémie. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que depuis, évidemment, la pandémie a beaucoup coupé la mesurabilité de l'humain dans l'espace physique. Hein. On pouvait plus se voir, on pouvait plus se mesurer. Donc, REAC, la compagnie de Frédéric Simard, a commencé à faire d'autres projets depuis ce temps-là, a poussé plus loin, parce que c'est quand même une start-up, c'est une compagnie qui démarre, qui pousse son modèle d'affaires plus loin. Donc, c'est intéressant parce que dans l'entrevue, moi, j'ai voulu lui parler parce que j'ai vu beaucoup d'articles sur LinkedIn qu'il produit en lien avec les projets qu'il est en train de développer. On sent qu'il y a une petite mouvance, il y a des choses qui évoluent. Il a fait des projets avec le Palais des Congrès, où on mesure évidemment, et où le Palais des Congrès veut créer des nouvelles formes d'expérience, et pour ce faire, les mesurer dans cet espace-là, c'est la meilleure façon de le faire. Donc lui, avec ses casques que tu peux avoir sur la tête, mais qui deviennent de plus en plus discrets, de moins en moins pesants, les batteries, tout ça, donc tout se fait plus discret. Donc tu peux mesurer l'expérience de quelqu'un dans un environnement qui n'est pas derrière un écran. Derrière les écrans, on sait faire depuis quelques années. On va mesurer le mouvement de tes yeux. On peut te coller des choses sur la peau, sur la tête. C'est facile parce que tu bouges pas, tu es derrière l'écran. Mais quand tu bouges dans un environnement physique, ça change la donne là, complètement. Puis pour avoir entendu l'entrevue avant qu'on se parle, j'avoue que j'ai bien aimé ça. Il y a un moment donné justement où tu parles de la difficulté puis de l'importance d'avoir ces outils de mesure-là en présentiel, parce que on a beau réagir d'une façon, mais de la façon qu'on le décode dans notre cerveau, ça a rien à voir souvent avec l'aspect visuel de nous quand on est en présence comme ça physique. Jean-François, on va écouter Frédéric Simard. On va parler de mesurabilité dans le contexte de la présence. Et je te remercie encore pour une de ces belles rencontres. Merci à toi, Bruno. Bonne semaine. Salut. Mais tu sais, nous, on vient du milieu du logiciel. On a vu l'impact que l'approche juste UX en général a eu sur le logiciel, sur le Consumer Insights. Moi, la compagnie que je pense toujours, c'est les fameuses, c'est Nielsen, les fameuses Nielsen Box. À l'époque, ils pouvaient juste dire quelle émission, qui écoutait quelle émission à la télévision. On est juste rendu en 2022 par rapport à, mais c'est toujours le même fil de pensée. Ouais. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est, de notre côté, ce qui est nouveau, c'est la quantité de données qu'on est capable d'accumuler, de données pertinentes, je dis, là, de données pertinentes, ouais. Parce que c'est pas juste un concours d'aller chercher plus de données possibles, d'aller chercher les bonnes. Puis nous, on a, tu sais, de où ça vient, c'est que justement, c'est la nécessité, la mère de l'innovation. C'est en 2019 qu'on m'a demandé de faire l'évaluation d'une boutique. À ce moment-là, je m'étais débrouillé avec les moyens du bord, avec des caméras et tout ça. Mais ça avait été un cauchemar à installer, ça a pris beaucoup de temps. Puis j'ai dit, il y a une meilleure manière de faire ça. Puis c'est ça qui a donné naissance en termes d'idées à ce qu'on a développé aujourd'hui, qui est un casque biométrique qui va mesurer les expressions faciales par activité musculaire. Fait que c'est le même fil de pensée que ce qu'on fait toujours d'ailleurs, mais avant, qui était donc devant l'écran et tout, c'est les mêmes mesures, parce qu'on sait que ces mesures-là ont de la valeur. Mm-hmm. L'innovation a été d'en faire un kit qui est 100% wearable, donc portable, puis tu peux te promener avec sans restriction, avec des systèmes de positionnement aussi intérieur et extérieur. Fait que c'est vraiment on est dans le même vent de ce qu'ils faisaient avant. Comme j'aime à dire,
On n'a pas réinventé, on a juste innové pour faire ce qui se faisait ailleurs dans une condition de laboratoire pour l'amener maintenant à l'échelle urbaine. Et en post-pandémie, ça devient encore plus critique parce que les gens en magasin ou toute autre forme de présentiel en relation commerciale, ça devient primordial parce que les gens se posent la question, réinventent tout leur rituel qui ont complètement changé d'avant la pandémie. Là, on est dans un autre mode où d'être capable de mesurer et d'analyser, c'est important. Là. Mais quand tu rentres dans cette exceptionnalité-là d'expérience, ben soudainement, tu te dis comment est-ce qu'on atteint l'exceptionnalité? Ben là, c'est en ayant de la rétroaction, du feedback par rapport à ce que les gens ont vécu. Puis là, c'est là qu'on rentre en ligne de compte de dire, ben nous, en fait, on joue sur 2 tableaux, on cumule des données pour la qualité de l'expérience, mais on a également aussi, on tente de nous-mêmes contribuer à l'expérience. Le fait de mettre les appareils, on a une offre pour le grand public également. Fait que l'idée, c'est qu'on essaie de jouer sur les 2 tableaux. C'est-à-dire quoi? Quand vous contribuez à l'expérience, vous faites quoi? Ben, c'est quelque chose qu'on a remarqué quand on a fait une expérience justement au Palais des Congrès, c'est que le simple fait de déployer nos équipements, ça crée un peu un happening. Les gens font « Oh, qu'est-ce qui se passe ici? » OK. En même temps, on fait attention pour pas que ça devienne trop exceptionnel, pour pas déranger justement ce qu'on tente de mesurer. Mais gars, je vais te donner un exemple qu'on a fait avec Galéa, justement, en collaboraton, là, qui était là, au mois de mai au Palais des Congrès. Galéa, qui est une galerie d'art, qui a une partie virtuelle, partie présentielle. Ouais. On a mis des tableaux, 3 tableaux qui étaient exposés sur le plancher. Les gens mettaient l'équipement puis allaient voir les tableaux. OK? Du côté de Galéa, ce qu'on a sorti, c'est des données, des étiquettes qui ont été assignées à chacun des tableaux. Fait que chaque tableau, on peut voir un peu où est-ce qu'il se positionnait dans l'univers émotionnel et cognitif. C'est quoi le ressenti qui était associé au tableau. Fait que ça, c'est donc des données qui correspondent beaucoup au B2B qu'on parle, là, c'est-à-dire des données, parce qu'on pourrait l'imaginer à l'échelle d'une galerie complète. Là. C'est juste un petit stand, là, mais puis les participants, eux, ont tous reçu là, c'est le concept que je suis en train de développer, ce que j'appelle des e-moments. C'est quoi un e-moment, ça pour le dire en français, c'est un moment émotionnel. C'est dans l'ère des tweets, dans l'ère des Snapchat, dans l'ère je sais pas si vous connaissez les Be Real, dans l'ère des TikTok. C'était une courte séquence vidéo qui était capturée par rapport à leur ressenti pendant l'expérience. Fait que quelques jours après l'événement, les participants recevaient une courte séquence vidéo, 10 secondes. Pour l'instant, c'est ça, mais on tune un peu le concept, mais qui représentait, dans le fond, leur moment qui ont ressenti le plus d'émotions alors qu'ils regardaient les tableaux de Galéa. Puis, intéressant. C'est vraiment l'idée qu'on réfléchit sur tous les angles, c'est-à-dire que toutes les personnes impliquées dans le projet, je réfléchis toujours pour leur amener de la valeur. Fait que là, les participants ont de la valeur à participer parce qu'eux, ils ont augmenté leur expérience en participant. Puis les résultats plus méta peuvent servir au niveau stratégique pour améliorer l'expérience qui, à la fin, revient aussi du côté c'est super intéressant. Puis qu'est-ce que vous avez fait justement dans cette optique-là au Musée de la Civilisation? Le Musée de la Civilisation, c'est... fait que là, on travaille. Là, il faut que je le dise, les gens du musée, c'est le Créaform, le M-Lab Créaform, Claudine, Karen... super belle collaboration. Notre produit, là, je vais le dire, là, c'est un MVP. Il est encore un peu immature. On l'a amené là-bas, puis ils ont été super ouvertes de leur côté à expérimenter avec. Je les vois vraiment comme... c'est eux qui ont sorti le terme co-création. Puis quand ils ont dit ça, je dis « Wow, c'est vraiment fantastique de travailler avec eux. » Fait que là, ils ont l'outil là-bas. Pour l'instant, ils apprennent à l'utiliser. Puis nous, on utilise ce qu'ils observent sur le terrain pour itérer puis améliorer. Il y a déjà une modification mécanique au niveau du casque qui a été changée, impactée directement par les expériences qu'on fait sur le terrain là-bas. Puis là, après ça, ben là, on avance avec ça. Mais l'objectif, pour tout le monde, c'est de déployer ça sur le terrain d'une manière qui permet justement d'améliorer la conception des expositions, puis aussi de réengager, parce que j'en reviens toujours là-dessus, c'est que imagine que tu fais une visite de musée, puis qu'après ça, je vois lesquels artistes ou lesquels tableaux que toi t'as préférés, ben je peux te réengager par rapport à ce contenu-là en disant, écoute, j'ai vu que tu as aimé tel artiste, savais-tu que dans 2 semaines, il va être à telle place, ou va voir son site web, ou tu sais, ou voici sa page Wikipédia. Fait qu'il y a c'est toute une boucle, puis ça n'enlève pas que les données sont cumulées. Ben les musées, lui, l'utilisent pour voir, OK, ben c'est quoi qui a pogné dans notre truc, puis qu'est-ce qu'on fait le prochain coup pour amener encore plus de satisfaction. Fait que c'est plusieurs manières qu'il y a de valoriser les données qu'on cumule. Il y a un gros... moi, je le vois, là, quand on parle d'émotion, quand on parle de cognition, là, ça rejoint beaucoup de gens parce que c'est ce qu'on a en dedans de nous qu'on ressent tous, mais qu'en même temps, qui est un peu difficile à dialoguer autour. Ben, nous, en mettant des chiffres dessus, ça ouvre le dialogue et ça permet les gens d'en parler. Et ça doit être super intéressant parce que, à quelque part, ton processus mental, ton côté très analytique, quand tu te promènes dans un musée, tu dois toujours te ramener un petit peu par en arrière, mais de te faire analyser sur des émotions que tu vois passer, mais que tu retiens peut-être pas. Le système le voit, le retient. Fait que si tu reçois tes résultats un mois plus tard ou je sais pas, ou tout de suite après la visite, ça devient super intéressant de dire ah oui, c'est vrai, cette peinture-là est vraiment venue chercher telle chose, mon enfance, telle émotion, ma mère. Ouais. Tu sais, ça peut être super intéressant. Là. J'ai eu un témoignage lors d'une expérience avec Oasis Immersion, justement, un studio immersif à Montréal. Parce que
justement, pendant la partie déclarative, une des participantes m'a dit « Ah, c'est drôle, le fait que vous nous posez des questions m'amène à prendre une nouvelle conscience, une nouvelle prise de conscience par rapport à ce que je viens de vivre. » Parce que tu l'as dit, quand on est engagé dans une expérience, le temps passe plus vite. On est comme... On est ailleurs. On est satisfait, mais des fois, on tombe en mode un peu... on est comme un peu off. Un peu zombie, mais tu sais, on n'est pas comme... si je t'en reviens puis je te dis, tu te rappelles-tu d'avoir fait ça, tu vas dire oui. Mais en même temps, c'est ça le biais qu'il y a les gens quand le racontaient, c'est des fois, il y a des phases où tu apprécies l'expérience, mais c'est pas les moments qui vont être les plus marquants. Mais si je t'y ramène, puis tu vas dire, ah oui, c'est vrai, j'avais vraiment aimé ce moment-là. Souvent, les gens, ils se rappellent surtout des derniers trucs qu'ils ont vécu. Mais les premiers, des fois, il y a eu des moments très marquants, mais puis tu te dis tout de suite après ou plus tard, je te dirais, la plupart des gens me demandent tout de suite après. Moi, j'insiste pour que ce soit plus tard. Parce que si tu le fais tout de suite après, j'ai l'impression qu'on est comme dans la continuité de l'expérience. Si on le fait plus tard, soudainement, tu viens de créer une deuxième expérience qui est construite sur la première. Fait en tout cas, ça, c'est des petits débats qu'on a des fois avec les gens qui acceptent de déployer le système. Mais sinon, comme je dis, le concept est au début, on l'a fait quelques fois. Et c'est quelque chose qu'on est encore en train de tuner, mais on a une bonne traction là-dessus. Puis je pense que le concept tient la route aussi. Mais ça, on saura dans le futur si on a réussi à faire lever ça plus que... qu'est-ce que c'est en ce moment? Mais si on mesure pas ça en tant qu'entrepreneur, on manque un gros morceau de ce qui fait la relation qu'on a avec le client, parce que le moment où il est devant l'écran, c'est une chose, mais le reste de l'expérience que l'utilisateur ou l'être humain a est vraiment super importante. Là, si on peut la mesurer toute dans un contexte, ça devient vraiment, vraiment super intéressant commercialement pour les entrepreneurs. Là. Puis tu sais, il y a beaucoup de décisions consommateurs là-dessus là, pour aller vraiment de ce côté-là. Regarde, juste récemment, j'ai pris une décision. J'avais loué une voiture, je n'aimerais pas là évidemment, mais j'ai loué une voiture à une place. J'arrive là, c'est tout croche. Ça me prend 3 heures avant d'avoir la voiture. Ben c'est quoi? Le prochain coup, la fois d'après, j'ai payé une place 50$ de plus, sachant, parce que j'avais déjà une expérience avec eux, j'ai dit eux autres, oui, ça coûte plus cher, mais c'est quoi? Je vais aller là-bas. Puis quand je rentre là-bas, je sors avec la voiture une demi-heure, 15-20 minutes après. Tu sais, je veux dire, la différence, c'est énorme. La qualité de l'expérience, elle se valorise parce que c'est ça qui fait ta fidélité. Puis une fois que... Si t'équipes quelqu'un avec un humain avec l'équipement que vous avez, vous lui mettez les capteurs et tout, puis lui faites passer un processus complet, vous allez le voir émotionnellement, même si la personne, verbalement, elle va dire non, mais c'est bon, c'est correct, mais à un moment donné, tu vas voir, là, il y a un pic de frustration quelque part. C'est peut-être cette partie-là que la compagnie ou le commerce a amélioré son processus. Puis la direction de la technologie qu'on développe est toujours dans cette optique-là. Nous, les deux angles qu'on choisit, c'est la flexibilité et la performance. C'est-à-dire, ça sert à rien d'avoir quelque chose qui est très flexible si tu ne gagnes pas de bonnes mesures. Fait que ça, c'est le côté performance, avoir des bonnes mesures. Puis le côté flexibilité, à partir de là, c'est sans sacrifier la performance, ou du moins, on n'est quand même pas un système qui performe autant que dans un laboratoire scientifique, dans une salle dédiée à tout ça. Là, il y a quand même une réalité. Mais l'idée, c'est que on veut être les plus flexibles, c'est-à-dire que c'est pour ça maintenant qu'on s'est éloigné de la webcam aussi. La webcam, la caméra elle-même aussi a un côté d'acceptabilité sociale aussi qui est quand même différent. Mais fait que nous, il n'y a aucune caméra. Il y a une caméra qui est frontale, qui filme ce que tu fais devant toi. Et on a même un cache. D'ailleurs, ça a été développé une autre amélioration avec le musée. Ils ont dit, serait-il possible d'avoir quelque chose qui permet de cacher la caméra quand on veut pas l'utiliser? Fait qu'on a fait un petit truc cache qui s'installe. Et t'es un passionné au point de demander à des gens, tu vas dans le Vieux-Port, toi, puis tu vas leur demander vraiment de tester l'équipement aussi. Tu vas chercher des gens comme ça au hasard, puis tu testes dans le Vieux-Port. Pourquoi? Ben c'est sûr que, tu sais, je dis souvent, là, moi, je suis entrepreneur, mais c'est une entreprise de passion d'abord. Tu sais, j'aime sincèrement ce que je fais, puis moi, ça me passionne. La question de c'est quoi l'expérience humaine me passionne, c'est ça qui m'anime. C'est sûr que il y a des moments où je suis plus entrepreneur, des moments où je suis plus personnel, mais on a lancé un projet. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent le chercher, c'est de Urban Mindscape Initiative. On utilise le Meetup pour être un point de rassemblement. Puis on fait des happenings. Ça fait longtemps que j'y pense, mais que la technologie n'était pas encore assez prête pour le faire. Mais depuis cet été, on fait un happening par mois. Ben là, depuis cet été, depuis le mois dernier, un happening par mois où on choisit une expérience qui peut être... Là, on en profite par l'été pour faire des expériences extérieures, mais plus tard, ça peut être des expériences intérieures. Puis on se rassemble une gang, on met les équipements, puis on dit, OK, aujourd'hui, on explore le Vieux-Port de Montréal. Puis c'est juste pour triper, tu sais, on analyse un peu les données, on génère des moments. Nous, au niveau business, je ne te cachais pas qu'il y a quand même une notion où on en profite pour tester les équipements puis améliorer nos algorithmes. Mais sinon, la vraie profondeur de ça, c'est juste de rassembler les gens parce que moi, ça c'est le genre de truc qu'on a souvent, là, les entrepreneurs, tu as ça dans la face pendant longtemps avant de le réaliser. Moi, il y avait 30% de mes testeurs qui spontanément me demandaient s'ils pouvaient avoir accès aux données.
30% des gens qui étaient assez motivés pour avoir accès aux données pour me le demander. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être 40 à 50% qui le voulaient, mais qu'il y en a qui prenaient pas la peine d'en parler. Puis à un moment, j'ai dit, écoutons, pourquoi pas justement avoir une offre qui était... Puis là, ça revient un peu sur ce que je parlais tantôt, de dire tout le monde gagne à participer. Puis là, j'ai dit, écoute, alors rejoindre les gens que ça intéresse, parce que tout le monde, là, je veux dire, les catégories, là, si tu veux, de personas qu'on a, les gens qui sont intéressés, dès qu'ils sont intéressés en techno, dès qu'ils sont intéressés en psychologie, en émotion, puis quand tu regardes là, tout le marché du bien-être ou du développement personnel, tu réalises qu'il y a énormément de gens qui sont passionnés par ce qu'on fait. Ouais. C'est juste que nous, c'est un petit peu plus techno, mais en même temps, à un moment, ça m'a comme cliqué. Je dis, écoute, pourquoi se limiter à faire juste des mandats qui sont basés sur des insights pour consumer insights et tout ça? Allons justement offrir puis partageons les données. Puis c'est pour ça qu'il y a toujours un angle marketing au projet qu'on fait, parce que moi, mes clients, ils disent, OK, je veux de la donnée par rapport à telle expérience. Je dis, OK. Puis je dis, la même expérience, on peut la valoriser 2 fois, parce qu'en plus, on va faire une campagne marketing autour du projet qu'on fait ensemble, parce que tu vas voir, les gens, ils trippent sur ce qu'on fait. Puis la plupart des projets qu'on a fait, là, je peux penser à Banimo qui est en 2020, à mes palais des congrès. Des fois aussi, le marketing est soit grand public ou des fois c'est du marketing côté plus développement d'affaires ou business. Là. Mais il y a toujours un angle à valoriser ça. Puis les gens sont intéressés. Quand on parle d'émotion, là, aux collaborateurs, j'ai comme fait un pitch un peu avant. Puis écoute, on avait une file d'attente. Les gens, ils voulaient voir les émotions qu'ils allaient ressentir avec les tableaux. Puis on n'est même pas on est même pas dans une optique de business. On est dans une optique personnelle. Les gens ils disent, hey, j'ai hâte de voir mon ressenti. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous êtes capable de capturer parce que ça m'intéresse moi aussi de me connaître. Puis moi qui est là-dedans, ben c'est là que la passion est venue initialement. C'est que moi-même, je tripais sur les données que je cumulais dès le début de tout ça. J'ai des heures et des heures de jeux vidéo où ce que je m'étudie juste pour le fun de voir, je joue à tel jeu, voir qu'est-ce qui sort. Là, c'est juste que je trippe parce que là, je vois qu'il y a des gens que finalement, je connecte avec d'autres personnes par rapport à ça. Je te souhaite bien du succès dans tes futurs projets, puis je te remercie vraiment beaucoup pour cette entrevue. Hey, merci à toi, puis j'en reviendrai vous voir quand j'aurai des trucs sur Mindscape. Ça me fera plaisir. Merci Frédéric. Ah ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités, merci à Stéphane Ricoul, merci à Jean-François Poulain d'avoir été là cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez entre vos 2 oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la toute fin, c'est très apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous êtes au travail, courage. Et puis je vous dis, portez-vous bien.